Où était érigé le village d'Hochelaga? Ah, le village d'Hochelaga, c'est une grande question. La réponse courte, c'est qu'on ne le sait pas. Il y a plusieurs indices. On en veut tous un peu à Cartier. Parce que Cartier était un excellent navigateur, probablement un genre de diplomate assez habile. Mais c'était pas un fin observateur, semble-t-il. Ou si c'était un fin observateur, il y a pas, ça se transmet pas dans ses notes. Donc, il y a quelques indices quant à l'emplacement d'Hochelaga. Il y a quelques descriptions très, très sommaires, mais on aurait voulu une description plus étoffée. Parce que l'emplacement du village d'Hochelaga, de ce qu'on sait des villages iroquoiens, c'est que c'était ni plus ni moins des établissements néolithiques. Si on était en Europe, on appellerait ça des villages néolithiques parce que c'était des villages relativement permanents, occupés pendant des décennies. Par des populations sédentaires, agricoles. La seule différence avec le néolithique européen, c'est qu'ici on construisait en bois plutôt que construire en pierre. Donc c'est moins permanent, mais on en connaît beaucoup des villages iroquoiens de la fin de la période préhistorique et ça laisse des traces indélébiles, des tranchées, des fosses, des trous de piquets par centaines et par milliers associés aux maisons longues qui étaient leur forme d'organisation domestique, des foyers, des choses comme ça. Quelques milliers de personnes qui habitent au même endroit pendant 30 ans, 40 ans, ça laisse des déchets alimentaires, des déchets d'outils, des déchets de pierre, des déchets de céramique par millions. Où est Hochelaga? Hochelaga va nécessairement se trouver dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets iroquoiens. Est-ce que Hochelaga se trouve dans un endroit où il n'y a que des tours à bureaux maintenant et des stationnements qui font 5 étages de profond? C'est possible. Il a pu être complètement anéanti dans les premiers balbutiements disons, de l'ère industrielle. On connaît le site Dawson, qui n'est pas très loin de la rue McGill ou de l'université McGill, qui a été étudié à la fin du 19e siècle, qui a été revu plusieurs époques par des experts. On a trouvé dernièrement, en lien avec l'établissement de la promenade fleuve-montagne, il y a eu des travaux sur la rue Peel, sur la rue Sherbrooke. On a trouvé beaucoup, beaucoup de témoins d'occupation iroquoienne. Donc on sait qu'il y avait une occupation iroquoienne substantielle sur l'île de Montréal. Dans ce coin-là aussi, dans le coin de la rue Sherbrooke, dans le coin de la rue McTavish. Mais est-ce que c'est Hochelaga? On le débat en ce moment. De toute façon, les fouilles continuent. Même cet été, à l'été 2017, des fouilles se sont faites à travers plusieurs parcs, à Outremont ou ailleurs, en espérant toujours trouver justement ce qu'on vient de dire, où était ce village Hochelaga. On espère juste que de notre vivant, on puisse trouver quelques vestiges. Oui, c'est exactement le cas. Il y a le professeur de l'Université de Montréal, Christian Gates-Saint-Pierre, qui a fait une campagne de fouilles ici pour tester l'hypothèse que nos postulats de départ quant au lieu de débarquement de Cartier, donc le long du fleuve, projet rapide de la Chine, auraient pu être faux. Et dans les récits de Cartier, il n'y a rien qui indique, hors de tout doute, qu'il n'aurait pas emprunté la rivière des Prairies, plutôt, où est-ce qu'il y a également des rapides, le Sault-Récollet, puis tout ça. Donc, le village d'Hochelaga, pourquoi pas, serait du côté nord de la montagne plutôt que du côté sud de la montagne. Ça n'a pas été conclusif, mais il fallait le vérifier. Dans le cas de la rue Sherbrooke, il y a peut-être des problèmes de morphologie aussi. C'est une pente escarpée et c'est pas nécessairement un endroit approprié pour un village avec une palissade fortifiée
et une cinquantaine de maisons longues. Donc, on s'imagine mal ce village-là être dans une pente relativement escarpée. D'ailleurs, c'est le genre de choses que Cartier aurait probablement noté. Donc, on est encore dans l'inconnu en ce qui a trait au village de Schlaga. Donc, début de la colonie, 2 noms importants, on ne peut pas y échapper. Paul de Chemédy, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance, infirmière et administratrice. Quel est leur impact en arrivant ici? Maisonneuve et Jeanne Mance étaient, hors de tout doute, des gens assez spéciaux, des grands aventuriers, je pense. Il faut l'être. On le prend pour acquis. Bon, c'est de la petite noblesse française, et puis, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque où on abandonne tout. On abandonne tout. On peut pas prendre un jet pour retourner chez soi, voir la famille. On abandonne absolument tout. Les voyages sont longs, les voyages sont risqués, les voyages sont parfois pour la vie. Il faut prendre ça en considération. Et on s'embarque dans quelque chose de complètement inconnu. On va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On va rencontrer des gens qui sont extrêmement différents de nous dans leurs mœurs, dans leurs croyances, dans leur façon de faire les choses. C'est une opération qui est extrêmement risquée, qui est extrêmement complexe et qui est quelque chose qui change des vies. Mais quand on pense qu'en mai 1641, une cinquantaine de personnes partent sur 3 navires pour arriver ici, donc l'un part de Dieppe, les 2 autres de La Rochelle, mais qui a envoyé les premiers montréalistes ici? Donc c'est la Société de Notre-Dame de Montréal qui a envoyé les premiers montréalistes, grosso modo des volontaires, de Dieppe et de La Rochelle pour venir s'établir à Montréal, sur un lopin de terre qui avait déjà été visité par Champlain. Champlain était venu en 1611 explorer l'archipel de Montréal et essayer de trouver un endroit approprié pour éventuellement, ni plus ni moins, une mission. Il avait fait des tests d'agriculture, il avait planté des trucs. C'est peut-être quelque chose qu'on a trouvé, on n'en est pas certain. C'est peut-être quelque chose qu'on a identifié au site de Fondation de Montréal. En tout cas, il y a des sillons agricoles qui précèdent la construction de la palissade de 1643. Sait-on jamais, c'est cohérent avec l'hypothèse selon laquelle il s'agirait des tests agricoles faits par Champlain en 1611. Donc l'endroit était connu. Les Montréalistes arrivent sur cette pointe en 1641 pour faire les premiers préparatifs qui vont mener à la fondation de Montréal en 1642. On parle de Montréalistes, alors qu'aujourd'hui on parle de Montréalais. Est-ce qu'on sait d'où vient ce nom? Les Montréalistes, le nom venait de la Société de Notre-Dame de Montréal et c'était des gens qui étaient engagés avec un but bien précis. Le fort de Ville-Marie était ni plus ni moins une mission, un avant-poste qui avait comme objectif l'évangélisation des Amérindiens, qu'on appelait à l'époque les Sauvages. Donc, il y avait une volonté, a posteriori, on peut se questionner sur si oui ou non les méthodes et les façons, les ambitions étaient appropriées ou non de notre point de vue moderne, mais à l'époque, il y avait une intention qui était noble. C'était de sauver des Amérindiens de leur mode de vie qu'on considérait, d'un point de vue eurocentrique, à l'époque, considérait inapproprié. Mais ce ne fut pas un grand succès. Ce ne fut pas un grand succès. On peut comprendre pourquoi. Du point de vue des Amérindiens, les Montréalais étaient c'était une invasion. C'était une présence non invitée sur un territoire. C'était une conquête. On sait que les Montréalais sont arrivés avec des maladies aussi. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup. On en parle beaucoup davantage en Amérique du Sud, où est-ce que les populations étaient beaucoup plus denses, urbaines et tout ça, où est-ce qu'il y a eu des décimations totales de population, parfois jusqu'à 90-95% des populations, par des maladies européennes. Dont les populations d'Amérique du Nord et du Sud n'avaient pas de défense d'anticorps, donc la petite vérole, le choléra, des choses comme ça. Et les Amérindiens n'étaient pas tellement enclins à percevoir cette incursion-là sur leur territoire de gens étranges, de gens extrêmement étranges de leur point de vue aussi, poilus, sales, malades, mal adaptés. Donc, les Amérindiens étaient pas extrêmement friands de cette relation-là. On a quand même converti
quelques Amérindiens qui sont devenus catholiques. Il y a eu à peu près 124 baptêmes et tout. Mais comme ce n'est plus le but premier, ça devient quoi? Le projet d'une colonie française, alors? Bien, très rapidement, évidemment, il faut tempérer les choses quand on parle de la relation antagoniste entre Amérindiens et Français. C'était pas tout noir ou tout blanc, évidemment. Il y avait des groupes différents d'Amérindiens. Il y avait des individus dans ces groupes-là qui avaient des attitudes différentes par rapport aux Français. Donc oui, il y a eu des conversions. Oui, il y a eu des relations parfois harmonieuses entre les Français et certains Amérindiens. On sait qu'il y a des Amérindiens convertis qui sont enterrés, qui ont été enterrés, plusieurs d'ailleurs, dans le cimetière de la Pointe-à-Calière, donc le cimetière qui date de 1643. Il y avait une intention de relations harmonieuses. Mais évidemment, des deux côtés, il y avait des attitudes qui variaient d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre, ou même d'une époque à l'autre. Et donc, Montréal est devenu ensuite un avant-poste pour les explorations vers l'ouest, vers les Grands Lacs, vers le Mississippi, vers un peu partout. Et Montréal est rapidement devenu un port important, un port d'entrée vers l'ouest, vers les Grands Lacs, vers le centre du continent. Et c'est devenu un centre commercial important.